La question, la question du bien et du mal est au cœur de la morale dans toutes les sociétés. C'est un sujet central qui définit la manière dont on doit se comporter aussi bien vis-à-vis de soi-même que de sa famille et de l'ensemble de la société. Notre conception du bien et du mal se traduit par des règles ou des principes qui guident notre existence. Le problème est que ces règles et principes ne font pas l'unanimité, ni entre les différentes cultures, ni entre les différentes personnes au sein de ces cultures, ni même pour une même personne selon les différentes périodes de sa vie. Alors on peut se demander au juste sur quoi repose ce principe moral de bien et de mal. Vous êtes prêts pour notre petite enquête, inspecteur? Allez-y. Ok. Alors une des premières références, c'est bien entendu la religion. Dans les systèmes religieux, est jugé bon ce qui est conforme aux attentes des divinités et aux règles qu'elles ont dictées. L'exemple qui s'impose ici est celui des 10 commandements de la Bible. Mais pourtant, des voleurs comme Arsène Lupin ou Robin des Bois tiennent le de héros. Et nous avons même des personnages assassins attachants dans des films populaires tels que les James Bond, pour ne citer qu'un exemple. Donc les repères religieux ne sont pas en réalité les sources de la morale, mais plutôt une forme que les hommes ont voulu lui donner. Et il nous faut chercher ailleurs ses réels fondements. Vous devez bien comprendre que dans ces conditions, je vais être forcé de reprendre mon enquête au début. Tout à fait, inspecteur. Je vous propose donc d'examiner le cas du vin, qui ouvre d'intéressantes perspectives sur la morale. Le vin est un produit qui, historiquement, a été associé dans notre culture à Dionysos, dieu 3 fois mort et ressuscité. Le vin a plus ou moins conservé ce lien avec la résurrection dans le christianisme, où il symbolise le sang du Christ. Le vin dans notre culture possède donc une dimension sacrée. C'est aussi un produit apprécié pour ses vertus socialisantes, voire presque thérapeutiques. L'image du vin dans la culture des pays latins et nordiques est plutôt positive. Cependant, le vin est aussi décrié pour ses effets destructeurs sur l'humeur des personnes lorsqu'il est consommé avec abus. Eh oui, ces effets négatifs sur la santé sont également connus, si bien qu'il est interdit de consommation dans certaines religions. Et même en Occident, il y a eu des tentatives d'interdiction de sa commercialisation, comme durant la Prohibition aux États-Unis. Donc on devine à travers cet exemple que la question du bien et du mal est parfois pleine de nuances, puisqu'on peut considérer que boire du vin est bon, mais jusqu'à un certain seuil, qui semble très difficile à déterminer, d'autant qu'on peut considérer l'abus occasionnel comme s'intégrant dans un processus, disons, festif de socialisation plutôt positive. Cet exemple sur la consommation du vin suggère que le bien ne se définit pas par rapport à ce que l'on fait, mais par rapport aux conséquences de nos actes. Et c'est aussi valable pour les mensonges, vols et même homicides. Des dents. Oui, mais alors reste à définir de quel genre de conséquences parle-t-on au juste. Voyez-vous, ma femme n'aime pas que je rentre à la maison après 10 heures le soir. Alors, il faut que j'aie trouvé la solution dans la journée. Voilà. Nous ne serons pas très longs, inspecteur, rassurez-vous. Si l'on observe les principes généraux qui dominent notre culture, il en est un très simple. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est valable pour les questions liées à la sexualité, le tapage nocturne. Et pour revenir à la question du vin, la consommation d'alcool est limitée pour les risques qu'elle fait courir pour la circulation routière, la santé des enfants ou l'ordre public. Et ce souci du groupe et son intérêt supérieur sur l'individu va très loin.
puisqu'on considère qu'il est du devoir de chacun de se sacrifier aux besoins pour les siens et mettre sa vie en danger pour protéger, par exemple, sa famille ou son pays. Et lorsqu'on parle de se sacrifier, c'est aussi pour protéger les siens contre des ennemis qu'il est jugé moral de tuer. Donc, le fait de tuer un être humain est un acte qui est condamné au sein de la société et qui pourtant est valorisé quand il s'agit de faire la guerre contre des ennemis extérieurs. C'est aussi le même cas pour le mensonge et le vol. Ces interdits moraux s'appliquent dans le groupe auquel on appartient, mais pas à l'extérieur de ce groupe. Mentir, voler et tuer un ennemi qui menace le groupe n'est pas immoral. Au contraire, celui qui s'y refuserait est considéré comme un lâche, un traître ou un déserteur. Donc, nous avons là un deuxième point important. La morale se rapporte à l'intérêt collectif, limité à ceux auxquels on s'identifie. Ceux auxquels on s'identifie pouvant être les personnes qui sont de notre famille, de notre région, de notre pays, de notre culture, voire l'humanité pour certaines personnes, et même les êtres vivants au sens large si on prend l'exemple de certaines religions. Ah bah, ça, par exemple, hein? Oui, oui. Alors allons à présent un peu plus loin et observons ce qui se passe quand le groupe change, quand l'environnement social se modifie. Nous savons tous que dans les situations de danger, les États doivent adopter des lois plus ou moins dures. En cas de menace terroriste, par exemple, les libertés individuelles sont réduites, on applique des restrictions à la liberté de circulation par des couvre-feux et on accepte la surveillance étroite de la population comme une mesure nécessaire. Mais hors de ces périodes critiques, les peuples revendiquent davantage de liberté, les personnes ne veulent pas être fliquées, limitées dans leurs déplacements ou leur expression. Dans les situations de menace, les États adoptent donc des lois dures, disciplinaires et hiérarchiques, qui s'assouplissent ensuite sous la pression populaire quand les choses vont mieux. Donc la morale dans les sociétés varie suivant les contraintes auxquelles elles font face et s'applique suivant leurs priorités du moment. C'est-à-dire que les règles morales fluctuent suivant les circonstances. Alors nous venons de considérer un certain nombre d'aspects de la morale qui nous incitent à relativiser les notions de bien et de mal, ce qui est en réalité assez déconcertant et n'est pas évident de voir ce qu'il en est. Ben justement, je le vois pas clairement, moi, ce qu'il en est, vous voyez. Tout à fait. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin dans ce questionnement. En guise d'illustration, prenons un petit conte attribué à Lao Tzu, celui du petit cheval blanc. Ce poème raconte l'histoire d'un vieillard qui détenait un magnifique cheval blanc que tout le monde lui enviait, mais qu'il ne voulait pas vendre. Un beau jour, le cheval finit par s'échapper et les habitants lui firent remarquer qu'il aurait mieux fait de vendre cet animal qui maintenant ne lui apporterait plus rien. Mais quelques jours plus tard, le cheval revint avec 12 chevaux sauvages qu'il avait suivis. Et les habitants se dirent que finalement, le vieillard avait bien de la chance. Puis, quelque temps plus tard, un de ses fils qui tentait de dresser un de ces animaux sauvages fut piétiné par l'un d'entre eux. Et les habitants revinrent une nouvelle fois sur leur jugement en se disant que le cheval blanc était à l'origine d'un grand malheur. Le temps passa, puis une guerre éclata. Et tous les jeunes furent enrôlés dans l'armée, à l'exception du fils invalide. Et les habitants à nouveau se ravisèrent en estimant que le cheval blanc avait été finalement une bénédiction. Dans ce poème, Lao Tzu fait s'opposer l'opinion changeante des habitants, qui à chaque événement donne l'impression de girouette, et la sagesse du vieillard qui, lui, se refuse à juger ce qui est bon ou mauvais et se contente de constater les faits. Lao Tzu nous suggère ainsi que la sagesse n'est pas d'affirmer qu'une chose est bonne ou mauvaise en soi, car le sens d'une situation dépend des événements qui lui succèdent. Et les conséquences ultimes d'une décision peuvent être très différentes des conséquences immédiates. Donc au final, au moins dans un certain nombre de cas, il est impossible de juger instantanément si une action est bonne ou mauvaise.
Pour conclure, fondamentalement, les repères moraux ne sont pas liés à des règles absolues, mais aux conséquences des actes. Ces résultats se jugent par rapport à l'intérêt du collectif et les règles morales visent donc souvent à limiter les comportements individuels. Nous avons vu que les principes moraux se limitent au groupe auquel on s'identifie et qu'en fonction des circonstances, les sociétés ont besoin d'adapter ces repères, soit pour se détendre, soit pour évoluer. Et les sociétés font ainsi s'alterner des phases morales de rigueur ou de détente. Enfin, nous avons vu qu'il est parfois impossible de déterminer si une action a des effets positifs ou négatifs, parce que, comme l'écrivait Lao Tzu, la vie se présente par petits bouts. Qui peut connaître le contenu d'un livre en ne lisant qu'une phrase? Dites-moi, je tiens à vous complimenter pour la façon dont vous avez mené tout ça, mon vieux. Merci, inspecteur. Pour approfondir cette réflexion, vous pouvez consulter cet ouvrage qui tente de cerner comment fonctionnent nos repères moraux, comment ils se sont construits au fil du temps, quelles sont leurs limites et ce que cela suggère surtout sur la façon de conduire nos vies.